Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Elisabeth de Caligny qui va nous raconter l'incroyable histoire d'un contacté, Pierre Monet. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Elisabeth, bonjour. Bonjour. En forme ? En forme, oui, ça vaut mieux, c'est la rentrée. Oui, alors justement, il faut être en forme parce que vous allez nous raconter une histoire incroyable, celle d'un contacté, Pierre Monet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous pourrions rappeler ce qu'est un contacté pour les personnes qui découvrent le sujet. Et contacté par qui ? Alors contacté, c'est une personne que l'on appelle usuellement contactée, qui se retrouve face à des intelligences qui ne sont pas humaines, que l'on appelle souvent des stellaires ou mieux encore des extraterrestres. Alors ces contactés, on les appelle souvent des abductés parce que souvent ils ne se contentent pas que de faire une rencontre. Malheureusement également, ils sont enlevés et abductés. Abduction en anglais, ça veut dire enlèvement. Donc voilà. Ouais. Un contact avec les multidimensions en quelque sorte. Avec des êtres qui viennent d'autres dimensions, voilà. Parce que de plus en plus on commence à comprendre qu'ils sont pas forcément sur la même dimension que la nôtre, ou du moins qu'ils ne viennent pas de la même dimension, même s'ils rentrent dans la nôtre de temps à autre. Alors qui était Pierre Monet et quelle est son histoire ? Pierre Monet, c'est un jeune homme qui a 19 ans quand il va lui arriver une drôle de chose que je vais vous raconter, et ça va profondément le marquer. Alors pendant des années, il va pas trop parler de ce qui lui est arrivé, puis après il va en parler beaucoup plus. Il va même écrire 2 livres. Un livre qui sera publié, si j'ai bonne mémoire, c'est une affaire qui lui est arrivée en 1951. Donc son premier livre, il le publiera en 78 sous le titre Les extraterrestres m'ont dit. Il y aura une préface de Guy Tarade d'ailleurs, et il en écrira un second, Contact d'outre-espace, qui sera publié en 1994. Et parallèlement, il va monter un petit mouvement ufologique qui s'appelle l'Étoile d'Argent, puisque les stellaires qui l'ont contacté lui ont demandé de le faire. Il fallait qu'il s'adresse aux terriens. Et puis, il s'occupera de ça jusqu'à sa mort. Mais bon, ça tourne un peu bizarre à la fin. Je dirais pas que c'est sectaire, mais enfin bon, il a des drôles de discours, donc ça va un petit peu décrédibiliser le personnage, alors qu'à mon sens, c'est un personnage tout à fait crédible. Voilà. Ouais. Alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme, Pierre Monet ? Alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? Donc, il a 19 ans, comme je vous l'ai dit, et tout commence par une belle nuit de juillet 1951. Il circule à bicyclette sur la Nationale 7, entre Courtezon et Orange. Ah, c'est par chez nous, ça. C'est pas très loin. Ouais, c'est par chez nous. Alors, il revient de chez sa fiancée et rentre chez lui, donc il est tard dans la nuit, il traverse la petite ville de Courtezon, et par réflexe, comme il sait qu'il ne lui reste plus que 15 à 20 minutes à pédaler avant de rentrer chez lui, il regarde le gros horloge qui se trouve sur l'ancienne porte romaine de Courtezon. Et cette horloge marque à ce moment-là 1h30 du matin. Donc il a encore 8 kilomètres à parcourir, il connaît tout ça par cœur, il fait chaud, il fait bon, il est content, sauf que ça va pas se dérouler comme d'habitude. À peine sorti de la petite bourgade de Courtezon, il va se retrouver, sans trop savoir comment, et dans l'instant, transporté jusqu'à l'entrée d'une grande carrière de sable et de gravier qui est située à peu près à 5 km de là. Alors inutile de vous dire que Pierre Monet est surpris. Il comprend pas ce qui vient de lui arriver. Il a aussi l'impression désagréable d'avoir le cerveau vide. Il se sent même, dira-t-il, comme hébété. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Parce que voilà soudain qu'il se sent mu par une force irrésistible, qu'il l'a fait descendre de son vélo comme un automate et se diriger vers le creux de la carrière. À ce moment-là, il a l'impression d'être comme allégé et aussi l'impression que ses pieds ne touchent plus terre, tout en ressentant comme une oppression au niveau de la poitrine, ce qui lui laisse le souffle court alors qu'il n'est pas du tout fatigué. Et à une dizaine de mètres de lui,
il va apercevoir une lueur. Cette lueur étrange émane de derrière un petit monticule de terre, et en s'approchant, il va constater qu'elle émane d'un objet circulaire qui flotte au-dessus du sol. Alors l'objet circulaire, c'est un disque qui a une forme parfaite. Il va évaluer son diamètre entre 15 et 25 mètres, donc c'est quand même pas un petit objet. Et c'est surmonté d'un dôme. Et il va dire également que du haut du dôme jusque sous la base de l'engin, ça fait à peu près une hauteur de 3 mètres. Cet objet irradie par pulsation lente une sorte de lumière assez douce, bleu argenté, bleuté, qui va éclairer l'intégralité de la carrière. Et ça semble émaner du métal de l'engin, parce que ça a l'air métallique et lumineux en même temps, cet engin. Inutile de vous dire qu'il est complètement fasciné par cet aspect un peu immatériel. Puis il y a comme une sorte de mouvement dans le métal, c'est assez curieux. Et puis il va être surpris parce que autour de lui, il n'entend plus rien. Et ça, c'est un grand classique. Il y a un silence absolu. Il n'entend même pas le bruit de la Nationale 7, qui pourtant, même la nuit, à cette époque de l'année, on est en juillet 1951, est très fréquentée. Il y a du monde qui passe en permanence. Donc, il n'entend plus un bruit de voiture. Il n'entend plus non plus le chant des grillons et même pas le bruit de ses pas sur le gravier. Et c'est alors qu'il voit, postés près de l'engin, 4 êtres humains, vêtus de combinaisons qu'il décrira comme collantes, formés d'écailles métalliques de couleur gris-argent. Et de ces combinaisons émane une lueur qui éclaire les êtres, mais à 5 mètres à la ronde autour d'eux. Vous imaginez, ce sont des êtres lumineux. Ouais. Et à ce moment-là, il est complètement ébahi et émerveillé en même temps, et il ne sent plus du tout son corps. Alors il va avoir le temps de détailler ces êtres, il va remarquer qu'ils ont les pieds nus, qu'ils mesurent plus d'1,85 m et plutôt 1,90 m. Ils ont des corps élancés, bien proportionnés, des cheveux longs jusqu'aux épaules, avec une couleur très étrange, puisque leurs cheveux sont pratiquement blancs. Ce qui le frappe encore davantage, c'est quand il va s'approcher d'eux, il va complètement être émerveillé par leur beauté. C'est la perfection même, leur visage. Ils ont un regard assez étrange, assez clair, dont il émane la bonté, la franchise, la douceur même. Il ne sait pas trop s'il a affaire à des hommes ou à des femmes sur le moment, parce qu'ils sont tellement fins de traits. Mais enfin, il va vite remarquer qu'avec leur carrure et l'absence de seins, il a bien affaire à des hommes. Et lorsqu'il va se rapprocher d'eux, ils vont lever simultanément leur bras droit vers lui, mais la paume tournée vers le haut. Et à ce moment-là, il va sentir comme un immense frisson qu'il parcourt et l'impression d'entendre des choses dans sa tête. Il dirait que ce sont comme des pensées codées sous forme d'impulsion. Et comme il n'arrive pas à traduire simultanément, il expliquera que sur le coup, il ne comprend pas très bien ce qu'on lui raconte, mais que la mémoire de ce qui lui a été transmis à ce moment-là et par la suite, pendant toute la rencontre, lui reviendra au fur et à mesure des années. Ce qui va effectivement être le cas, vous le verrez tout à l'heure. Alors, ils vont d'abord lui dire qu'ils veulent le bien de tous les êtres vivants, y compris celui des terriens, qui ne sont pas agressifs. Ils vont également lui recommander de ne pas approcher de leur vaisseau parce que celui-ci dégage des ondes qui détruiraient les cellules de son corps. Ils vont aussi le prévenir qu'après ce premier contact, il va pas être très bien, il va avoir comme des petits troubles nerveux durant quelques temps, mais ça va s'arrêter. Et puis après quoi, ils vont le prévenir qu'il se remémorera tous les messages qu'ils vont lui transmettre et que ces messages qui vont lui être transmis, il aura la mission, si je puis dire, de les transmettre aux autres terriens. Alors, évidemment, notre Pierre Monet est un petit peu surpris parce qu'il n'imaginait même pas que ce genre de choses existait, il ne s'intéressait pas du tout à l'ufologie, mais les autres ne vont pas du tout se démonter, si je puis dire. Ils vont lui expliquer qu'il n'est pas le seul contacté sur la Terre par eux et certains de leurs équipages, que certains ont refusé cette mission mais que d'autres l'ont acceptée, que ça leur a pas forcément réussi parce qu'ils n'ont pas forcément été entendus ou crus et qu'il faudra qu'il ait du courage pour affronter cette mission qui lui est offerte. Et ils vont lui dire aussi que comme ce qu'ils ont à transmettre est assez long, ils vont lui rallonger sa durée de vie. D'accord. Parce qu'il aura besoin d'une vie plus longue pour dire tout ce qu'il a à dire. Donc ils vont lui rallonger sa durée de vie jusqu'à 120 ans. Oula. En procédant à une régénération des cellules de son corps à bord de leur vaisseau. Par contre, ils vont ajouter qu'il ne va pas se souvenir de cette opération de régénération.
À la suite de ça, Pierre Monet va apercevoir une sorte d'ouverture qui apparaît sur la coupole du vaisseau. Et dans l'encadrement de cette ouverture se tiennent 2 autres êtres. Il va voir aussi qu'une fois que le vaisseau est ouvert, à l'intérieur, il y a comme une sorte de lumière blanc-orangée qui est assez éblouissante, on a du mal à la regarder. Et puis, de la suite, il ne se souviendra que par bribes beaucoup plus tard, dans les années qui suivent. Et après cette histoire-là, eh bien, il va remonter mécaniquement sur son vélo et se retrouver, il ne sait toujours pas comment, à l'entrée de la ville d'Orange. C'est-à-dire qu'il a fait le parcours, là, cette fois, sans s'en souvenir. Ouais. Et alors, quand il arrive devant la ville d'Orange, il a le réflexe de consulter sa montre. Et là, il est quand même un peu surpris parce que sa montre marque 1h30. Donc exactement à la même heure que ce qu'il avait observé sur le gros horloge de Courtezon. Oui. Et pourtant, il s'est passé un moment où il a fait une rencontre et il y a eu 8 km de distance qu'il n'a pas le souvenir d'avoir fait. Donc c'est assez étrange. Et c'est tellement étrange pour lui qu'il va pédaler comme un dératé jusqu'à la mairie d'Orange, qui est à 5 minutes de l'entrée de la ville, pour aller voir la pendule. Et la pendule d'Orange va marquer 1h35, effectivement, pour faire le trajet, il a mis 5 minutes. Il va regarder sa montre à ce moment-là et sa montre ne débloque pas, puisqu'elle marque également 1h35. Donc, il est retourné parce qu'il ne se souvient de rien. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il n'est pas essoufflé, il n'est pas fatigué. Dans les jours qui vont suivre, cette histoire de temps manquant vont vraiment le perturber, à tel point qu'il va essayer de comprendre et il va faire à plusieurs reprises le trajet aller-retour en vélo en prenant le soin évidemment de consulter sa montre, les horloges des différentes villes au départ comme à l'arrivée, et il n'y a aucune anomalie, quoi. Alors il va se poser des questions, il va se dire, est-ce que j'ai dormi en pédalant pendant 8 km ? Ah oui, mais ça c'est pas possible, évidemment. Il va se dire, est-ce que je suis devenu amnésique ? Ah oui, mais quand on est amnésique, le temps s'écoule. Hein. C'est sûr. Donc, puis il se souvient très bien de ce qu'il a vu, hein, c'est-à-dire un vaisseau et puis des êtres qui étaient à côté. Et puis il y a quelques messages, des bribes de messages qui restent aussi dans son esprit. Et cette histoire-là, ça va le perturber, mais il va pas avoir envie d'en parler. Il va garder son secret pour lui pendant 11 ans parce qu'il a peur de passer pour un fou. Hein. Bien sûr. Et c'est finalement qu'en 1962 qu'il va avoir vraiment le besoin immense et vraiment pesant de raconter son histoire. Alors il va commencer par raconter ça à sa famille qui va le regarder bizarrement par la suite. Hein. Mais il y a cette force indépendante de sa volonté qui le pousse, donc il va aller raconter ça à d'autres gens. Alors on peut se poser la question, pourquoi il a mis autant de temps à raconter cette histoire ? Eh bien tout simplement parce que durant toutes ces années, il va avoir des bribes de mémoire qui vont se réveiller, il va y avoir des concepts qui lui sont transmis avec les informations. Il va falloir qu'il les traduise par des mots. Et évidemment, ça s'est pas fait en un jour. Il a fallu qu'il assimile tout ça progressivement et qu'il puisse le restituer clairement sans ne rien dénaturer. Et durant toute cette période où il va rester muet, si je puis dire, il va s'apercevoir que lui qui avait toujours des petites maladies passagères, des rhumes, des crises de foie, peut-être une maladie chronique, mais il ne précise pas laquelle, eh bien tout ça, ça n'existe plus. Il doit avoir un système immunitaire en béton puisqu'il tombe jamais plus malade. Et puis il ressent aussi comme un renouveau d'énergie physique, mais également psychique. Et à partir de 1972, donc des années plus tard, puisque ça s'est passé en 1951, donc on est 21 ans plus tard, eh bien, il va avoir comme des flashs qui vont survenir 2 à 3 fois par an. Donc il va voir des scènes extrêmement concrètes, comme vous l'allez voir, et ça va durer jusqu'en 1975. Alors, le premier flash qu'il a, c'est en couleur, et ça a l'air parfaitement réel. Ouais. Il voit clairement une grande salle circulaire de 10 à 12 mètres de diamètre, dont les murs et sols et plafonds sont faits d'acier bleuté. Au fond de cette salle, il va apercevoir une sorte de cloison plate en acier, avec au centre de cette cloison une sorte de bande métallique d'acier bleuté également, qui est lisse comme un miroir, et d'ailleurs qui réfléchit comme un miroir tout ce qu'on voit dans le reste de la salle. Hein. Et cette cloison a l'air de fonctionner comme une sorte de tableau de bord, puisqu'il voit dessus
de nombreux rectangles de diverses couleurs, rouge, vert, bleu, jaune, blanc, qui s'allument tour à tour et qui s'éteignent. Donc il a l'impression que c'est un tableau de contrôle. Au centre de cette selle circulaire trône une grande sphère translucide d'environ 1,50 m de diamètre qui tournoie. Et au milieu de cette sphère, il y a une sorte de masse d'énergie d'un blanc aveuglant en forme de ballon de rugby. Et il va constater au fil des flashs qu'il reçoit que cette sphère ne doit pas toujours être en action. S'il y a des moments, on ne voit pas à l'intérieur cette énergie, mais c'est simplement une sphère, comme une sphère de miroir, vous voyez, qui réfléchit à sa surface tout ce qu'il y a autour. Et alors, comme les visiteurs, lors du contact, lui ont dit qu'il régénérerait son corps, eh bien, il va se dire que ce flash qui lui représente l'intérieur d'un vaisseau, finalement, il l'a compris, eh bien, il se dit que ces êtres qui ont proposé de le régénérer ont certainement tenu leur promesse et que c'est de ça dont il se souvient. 120 ans, il est émerveillé, il se dit qu'il a tout le temps. Est-ce qu'il a vécu jusqu'à 120 ans ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il va tomber malade et il va décéder à l'hôpital de Tarascon le 30 janvier 2009, âgé seulement de 77 ans. Oh oui, en effet. Voilà, donc il y a quand même une marge. Et après ceci, il va y avoir un deuxième contact. Et ça se passe en 1974, durant un samedi ensoleillé. Il est vers 10h du matin et il est parti faire le plein d'essence de sa voiture. Il est à la station-service. Là, il est rentré à l'intérieur du petit bâtiment là, pour faire son chèque de paiement. Et d'un seul coup, il sent son cerveau comme se vider. Et il a l'impression que tout se fiche sur place, lui aussi. Et il a un frisson qu'il parcourt, et notamment le long de sa colonne vertébrale, et une impression de douceur, de chaleur qui lui envahit le cerveau. Et il va se retourner. Et là, il va voir, à côté du pompiste, qui est en train de faire le plein d'un véhicule, en l'occurrence une R16 grise métallisée rutilante, toute neuve, qui est équipée de vitres fumées bleutées. Il va voir deux êtres qu'il reconnaît immédiatement. Ce sont exactement les mêmes que ceux qu'il a vus en 1951. Et inutile de vous dire que cette vision le met carrément en extase. Il est envahi d'une joie immense et d'un bien-être qu'il décrira comme indicible. Et à nouveau, il va être frappé par la beauté exceptionnelle de ces êtres, dont il dira à nouveau qu'ils mesuraient 1,90 m et qu'ils étaient très athlétiques. Cette fois, ils n'ont pas les cheveux blancs, mais les cheveux bruns, légèrement cendrés aux tempes, les cheveux sont courts. Ils portent également une très fine moustache, ils ont l'air d'avoir entre 45 et 50 ans. Et alors, ils sont exactement vêtus à l'identique. Alors, ils ont des costumes très élégants, avec une petite pochette. Ils ont des cravates gris anthracite ornées de motifs géométriques en forme de petits losanges rouges. Et ils ont une épingle de cravate, une belle perle. Et ils sont chaussés de souliers vernis, donc ils sont très élégants. Et Monet va dire qu'ils avaient tout à fait l'allure de mannequins, on les aurait dit sortis d'une revue de mode. Et là encore, il est frappé par le fait qu'ils se ressemblent comme des clones. Et il n'y a pas de différence du tout entre eux. Et il va se rendre compte également à ce moment-là que, comme la fois d'avant, eh bien, tous les bruits environnants sont estompés et que le pompiste a l'air figé et qu'il a le regard dans le vide, comme s'il était hypnotisé. D'accord. Monet va aller voir régler le pompiste avec 2 billets de banque. Il verra pas d'échange de paroles. Les êtres ne vont pas tout de suite remonter dans leur voiture. Ils vont le fixer de loin avec une grande intensité, lui adresser des sourires. Et il va ressentir à ce moment-là de la paix, de la bonté, de l'amour qui émanent d'eux. Et il va entendre résonner dans son cerveau une petite phrase bien nette: à bientôt. Après ça, il va voir ces êtres remonter dans la R16 et lui adresser un dernier sourire avant de démarrer. Ils vont disparaître et l'épisode va s'arrêter là. Elisabeth, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Nous parlons de l'incroyable histoire d'un contacté, Pierre Monet. Et dès 1974, là, il va recevoir vraiment et de façon très intense
et ceci pendant une bonne année, de nombreuses communications par voie télépathique ou sous impulsion psychique. Alors ces communications, il les pressent à l'avance, quelques minutes ou quelques heures avant. Il va écrire ça en écriture automatique ou inspirée, et il va expliquer que le phénomène peut se produire à tout moment, mais que ça se produit plutôt la nuit. Dans ces cas-là, il se réveille brusquement, il se retrouve les yeux grands ouverts et un sentiment de calme et de sérénité absolue. Et d'un seul coup, il a en mémoire comme un long texte qu'il voit à la fois dans le détail et dans sa globalité. Et là, il a une impulsion irrésistible de se lever et d'aller écrire tout ça. Et durant la retranscription, il est dans un état second, au point qu'il ne regarde même pas la feuille sur laquelle il écrit, et au point également d'avoir le sentiment d'être dédoublé, comme si son cerveau était vidé, ce qui permet aux phrases et aux mots d'arriver. Il n'entend plus les bruits extérieurs également dans ces moments-là, et l'impression d'être dans une bulle, une coquille invisible, qui est épaisse et molle. Et puis une fois qu'il a terminé, tout rentre dans l'ordre, et même s'il n'a pas fermé l'œil de la nuit, le lendemain il pète le feu. Voilà. Il se sent comme régénéré, dira-t-il. Il a tenté à plusieurs reprises de résister à ça. Et là, ça ne s'est pas très bien passé. D'abord, il n'y est pas arrivé, sauf une fois, mais la fois où il a résisté, eh bien, il a subi ensuite une insomnie terrible et une grosse fatigue et une humeur de chien. Il a eu une humeur de chien pendant 48 heures. Donc, après, il a pu résister, évidemment. Alors, le contenu des messages. Il a reçu beaucoup d'informations, vous allez voir. Ouais. Alors, le soir du 20 novembre 1974, il va entendre cette voix intérieure qui lui parle et qui va lui expliquer que ceux qu'il a rencontrés viennent d'une terre lointaine qui s'appelle Silkstra. Et c'est une planète qui appartiendrait au système de Vega Alpha dans la constellation de la Lyre, qu'autour de cette étoile Vega graviteraient 14 planètes, dont 9 seraient habitées et de très grande taille, que la leur qui se trouverait dans ces 9 aurait une taille importante puisqu'elle serait presque 21 fois de la taille de la Terre, ce qui est énorme. Hein. Ouais. Ils vont dire également que leur système solaire serait assez similaire au nôtre. Et ils vont dire également que le climat de leur planète serait maintenu stable du fait d'une rotation artificielle autour de son Soleil. Il est quand même pas mal, donc ça veut dire qu'ils ont une technologie quand même assez avancée. Ouais. Et puis la voix intérieure va aussi lui indiquer que pour eux la distance ne compte pas, car l'esprit voyage dans l'esprit, le temps d'une pensée est plus rapide qu'un trait de lumière, vont-ils lui dire. Ils vont lui dire également, ce jour-là, que la conjugaison des pensées nocives des hommes de la planète forme actuellement une masse d'énergie psychique négative, capable de provoquer très bientôt des bouleversements géologiques considérables. Que des failles internes que l'on ne peut soupçonner pour l'instant vont menacer la Terre sur une courbe de 5000 km qui ira du sud des Indes jusqu'à la mer Méditerranée, où il est possible que de nouvelles îles naissent. Et la voix va ajouter que si les pensées négatives atteignent un paroxysme, de grandes surfaces de la planète seront dévastées, et aussi qu'à cette occasion seront retrouvés les vestiges d'une très ancienne civilisation disparue depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Est-ce qu'il parle de l'Atlantide ? Oui. Mais enfin, ça, ils ne vont pas le préciser. Hein. D'accord. Et puis, il va arriver une autre aventure à notre ami Pierre Monet. Dans une nuit de décembre, alors il ne se souvient plus trop quelle nuit, il dira que c'est entre 1974 et 1976. En tout cas, ce qu'il se souvient, c'est de l'heure. Il est 3h45 du matin environ. Il travaille la nuit, cet homme-là. Et il est en train de faire des calculs de fiches horaires quand soudain, il est pris d'une soudaine torpeur qui le fige dans ses gestes, alors que 2 minutes, enfin même 1 seconde auparavant, son esprit était très vif. Et il se rend compte qu'autour de lui, le décor a disparu. Il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de table. Il se retrouve dans une sorte de vide, baigné d'une luminosité gris clair. Et pourtant, il va bien. Hein. Il avait bien l'impression qu'il ne dort pas, que son esprit est clair, que son cerveau fonctionne, même s'il est vidé de toute pensée parasite. Et il se sent léger et avancé comme dans une sorte d'espace gris qui se constelle petit à petit de petits points noirs. Et il va s'apercevoir à un moment qu'il est assis avec une sangle, enfin il est tenu par une sangle dans un confortable fauteuil et qu'il est dans un vaisseau circulaire qui est fait de métal argenté un peu lumineux comme celui qu'il avait vu, avec un dôme translucide. Ce petit vaisseau fait à peu près 6 mètres de diamètre et devant lui, il voit défiler à une vitesse sidérante des points noirs qui vont devenir petit à petit blancs. Puis d'un seul coup, l'espace qui est face à lui va devenir bleu foncé
il va apercevoir comme des masses d'étoiles qui défilent très très vite et qui semblent s'écarter à leur passage. Et l'une d'elles va devenir fixe et va grossir rapidement. Et il va comprendre pourquoi, parce que très rapidement après, ce sera une grosse planète blanche entourée d'une belle atmosphère bleue qu'il va voir apparaître devant lui et dont il va se rapprocher. Elle paraît énorme, cette planète. Le vaisseau à bord duquel il est va descendre lentement pour survoler la surface. Et là, il va s'apercevoir que cette planète possède 3 continents entièrement recouverts de forêts, au-dessus desquels flottent parfois de petites sphères argentées. Il va voir des lacs intérieurs bordés de belles plages, avec des petites îles volcaniques, de vastes mers également. Son vaisseau va aller planer au-dessus de l'une de ces mers et il va observer, flottant à la surface, de curieuses choses. Ce sont des sphères translucides qui font de 15 à 20 mètres de diamètre. À l'intérieur de chaque globe, il y a un plancher sur lequel sont allongés des hommes et des femmes en maillot de bain qui vont lui faire des signes de la main, comme s'ils étaient sur une plage, vous voyez, ils sont en maillot de bain, voilà. C'est assez curieux quand même. Et un peu plus loin, il va voir également flottant sur la mer de longs cylindres dont la partie émergente qui est translucide doit mesurer au moins 60 mètres de haut. Et sur une plateforme supérieure de certains de ces cylindres sont disposés, bien garés, des vaisseaux de forme circulaire. Mais alors il va apercevoir aussi quelque chose d'étrange. Il va voir des villes sous-marines sous la mer, enfouies dans des eaux peu profondes. Elles sont protégées par des grands dômes translucides. Il évalue leur taille à peu près 5 km de diamètre. Et à l'intérieur, il y a des bâtiments cubiques entre lesquels sont posés des tas de matières. Il a l'impression que ce sont des minerais. Alors ça peut aller du couleur jaune brillant, argent, blanc mat. Il y a plusieurs couleurs de ces minerais. Et ces villes sont reliées par des tunnels sous-marins qui sont également translucides. Il va ensuite retourner sur les continents. Il va s'apercevoir que ça ressemble à peu près à ce qu'il y a sur la Terre, sauf que les arbres sont un peu plus grands. Il va voir des espèces de grands pins, puis également des essences d'arbres qu'il ne connaît pas du tout. Idem pour les fleurs, et fleurs connues et des fleurs inconnues. Il va apercevoir des prairies et des champs qui sont cultivés, traversés parfois par des rivières ou des canaux. Il va apercevoir des routes sur lesquelles circulent parfois des véhicules. Et puis, il va avoir des bâtiments au milieu de villes. Alors, ces bâtiments ont des formes architecturales étranges qui lui rappellent, dira-t-il, un peu le style de l'architecte français Le Corbusier, mais en beaucoup plus beau et harmonieux, précisera-t-il. À plusieurs reprises, il va aussi survoler des sortes d'aires de béton très vastes sur lesquelles sont édifiés des bâtiments de forme cubique qui sont surmontés de hautes tours et dont les sommets sont sphériques et hérissés de sortes d'antennes qui font penser à des paraboles de radar. On ne sait pas du tout à quoi ça sert. Et puis, la visite va se terminer. Il va survoler un immense volcan qui fait à peu près 10 km de diamètre. Et puis, son vaisseau va remonter à une vitesse fulgurante dans le ciel avec un grand flash lumineux. Et il va se retrouver, il ne sait pas comment, assis devant sa table, son bureau, le crayon à la main, comme s'il ne s'était rien passé. Et quand il va estimer le temps de départ de son bureau, eh bien, il sera écoulé à peu près 5 à 7 minutes d'après lui. D'accord. Mais il assistera toujours, ce n'était pas un rêve, il était parfaitement lucide et conscient, et il avait même senti les accélérations de son vaisseau. C'était un truc de fou quand très même. réel, Voilà. Alors, on peut se poser la question de qui sont ces êtres qu'il a rencontrés. Alors, Monet va dire que ce sont des humains, biologiquement et morphologiquement assez proches de nous, oui, mais assez grands, plus grands que nous par rapport à notre moyenne de taille. Il va expliquer également que c'est une race stellaire parmi d'autres parce qu'il y en a d'autres qui viennent nous visiter. Certaines sont agressives et matérialistes, mais ceux de Vega sont pas du tout comme ça. D'ailleurs, ils nous protégeraient, ceux de Vega, contre les exactions de certaines autres civilisations stellaires pas très sympathiques avec nous. Ces êtres de Vega seraient télépathes. Ils auraient naturellement développé de grandes capacités psychiques qu'ils mettraient essentiellement au service de leurs travaux scientifiques. Et dans le respect des lois cosmiques, ils auraient réussi à allonger leur durée de vie jusqu'à 2800 ans. Oh en effet. Voilà. Et effectivement, 120 ans pour eux, ça aurait été une blague. Sauf que ça n'a pas marché sur Monet. Enfin bon.
Et alors, comment ils y arrivent? Par un procédé naturel de régénération cellulaire, vont-ils dire. Ils vont dire qu'ils ne commencent à vieillir qu'à partir de 2400 ans. Mais que ils ont la capacité quand même de se régénérer à peu près jusqu'au bout. En tout cas, pendant toute leur vie, ils ne connaissent ni la maladie, ni de tare héréditaire et encore moins de malformation congénitale. Ben voilà ce qu'il nous faudrait. Voilà, c'est pas beau ça, Comme certains disent, il faut souffrir dans la vie. Non. La preuve, 2400 ans, sans maladie, sans rien, mais c'est le top. C'est carrément le top. Il va dire qu'ils ont une organisation sociale. La notion d'argent est totalement absente, donc ça c'est bon pour nous aussi. Et que seul l'amour et les valeurs humaines au service de la société sont reconnus. Et d'ailleurs, l'amour gouvernerait leur vie en tout. Ils ne connaîtraient ni la guerre, ni les choses désagréables. Ils vivraient heureux et en paix. Alors évidemment, pour vivre heureux et en paix, faut pas qu'il y ait de politique. Donc chez eux, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de religion non plus sur Sixtra, il n'y a pas de rite. Ils croient par contre en une énergie suprême, pure et intelligente, qui organiserait la vie dans la création. Ils disent qu'ils en ressentent les vibrations bénéfiques et ils ont donné aucun nom à cette énergie créatrice. Ils vont simplement dire à Monet que tout a été créé par un grand constructeur auquel il est sacrilège de donner un nom et une forme matérielle. D'accord. Ils vont dire aussi à Monet que tous les éléments de la création seraient le produit de l'amour, que tout doit vibrer en harmonie. Et d'ailleurs, ils sont désespérés de voir l'attitude des terriens qui ont détruit l'harmonie de leur planète et leur propre harmonie par manque d'amour. Ils vont ajouter qu'on en goûte déjà les fruits amers, mais qu'on n'en a pas tout vu, qu'on risque d'avoir des moments difficiles. Ils vont dire qu'ils ont un profond respect pour la nature et tout ce qui y vit, qu'ils célèbrent d'ailleurs par des fêtes les saisons, l'amour, la vie. Que leurs sciences sont basées sur la recherche, sur l'utilisation rationnelle et sans pollution des éléments de la nature. Ils vont dire qu'ils font aussi beaucoup de recherches sur l'électromagnétisme, l'électrostatique, les ultrasons et les infrasons et bien d'autres énergies que nous les terriens ignorons. Que tous les actes et créations qu'ils font sont réalisés dans le strict respect des lois cosmiques universelles. Ils vont également lui apprendre qu'ils sont des voyageurs galactiques et intergalactiques. Et quand ils voyagent de façon galactique et intergalactique, ils peuvent se déplacer jusqu'à 6 fois la vitesse de la lumière. Que pour eux, la distance ne compte pas, car pour eux, l'esprit voyage dans l'esprit. Alors ça, c'est assez mystérieux quand même. Ils vont aussi préciser que la pensée serait plus rapide que la lumière et qu'ils auraient donc la capacité de se déplacer dans le passé comme dans le futur. C'est intéressant. Ouais. Ils vont dire qu'ils ont visité plusieurs systèmes solaires dans la galaxie où existeraient de nombreuses civilisations dont certaines sont composées d'êtres d'une qualité spirituelle très pure. Et qu'avec ces êtres spirituels, hautement spirituels, ils auraient fondé les bases d'une confédération galactique à laquelle ils souhaiteraient que les terriens puissent être intégrés. Mais bon, pour eux, on est une civilisation très jeune, divisée, agressive, et on est loin d'être prêt. Et le fait qu'on agisse de cette façon-là retarderait pour eux un contact qui a été prévu, un contact officiel avec nos gouvernants, en tout cas les gouvernants les plus importants de notre planète. Ils vont expliquer que quand ils se déplacent, c'est surtout dans le but de début uniquement scientifique. Ils vont sur d'autres univers également. Ils vont pas seulement sur d'autres galaxies. Apparemment, ils savent aller dans d'autres univers. Et il leur est arrivé à plusieurs reprises de sauver des vies humaines sur des mondes qui sont déjà en péril. Ils vont également aider techniquement et technologiquement, plus exactement, des civilisations en voie de développement auxquelles ils vont transmettre la connaissance quand ils sont capables de la recevoir, c'est-à-dire quand ils ne sont pas agressifs et quand ils ont atteint un niveau spirituel assez élevé. Et puis, ils vont dire également, comme c'est le cas sur notre Terre, qu'ils protègent des civilisations comme la nôtre qui ont perdu la sagesse. Alors, évidemment, pour eux, on n'est pas un exemple. Pour eux, nous sommes une civilisation sous-développée. Ils vont expliquer à Monet que nous avons été importés à l'origine sur la Terre, qu'on aurait sur eux au moins 15 000 ans de retard d'un point de vue intellectuel, technologique et spirituel, que nous serions totalement à la traîne par rapport à notre secteur galactique,
que aimeraient bien nous offrir les moyens d'accélérer notre évolution d'un point de vue mental et technologique, mais que ça va être difficile et qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, parce qu'il semblerait qu'une catastrophe naturelle finale devrait survenir sur la planète, et en tout cas dans notre système solaire, qui devrait éradiquer toute vie d'ici 5000 ans. N'oublions pas qu'ils ont dit qu'ils voyaient le futur. Alors si c'est vrai, bon, on a encore le temps de voir venir, hein. Alors, ils vont dire qu'ils attendent qu'on soit suffisamment à niveau pour rejoindre le grand rassemblement interstellaire de la pensée qui se prépare au niveau de notre galaxie. Ils vont dire également qu'ils connaissent la puissance des forces psychiques, de forces que nous-mêmes, nous les humains, ne soupçonnons même pas. Et ces forces, malheureusement, nous créerions avec de véritables catastrophes. Et pourquoi ? Parce que nous sommes, nous les terriens, incapables de contrôler les fréquences de notre pensée. Et or, ce que nous commençons à comprendre, pour certains d'entre nous, c'est que ça peut influer sur la matière, voire même la créer. Oui. Et donc, en voyant que nous ne maîtrisons pas ce genre de choses, eh bien, vu notre agressivité chronique qui se greffe là-dessus, prédisent que nous avons à peu près 90% de chances de réduire notre civilisation à 0 dans les 15 000 ans à venir, à cause de nos délires guerriers et de nos inventions scientifiques hasardeuses et hautement dangereuses. Bon, comme il y aura eu entre-temps, dans 5000 ans, une catastrophe naturelle, on va pas être terrible de toute façon à la sortie. Je sais pas si on va pouvoir attendre 5000 ans. Hein. Voilà. C'est le problème. Enfin, en tout cas, nous n'évoluerons pas tant que nous n'aurons pas acquis une forme de sagesse et que nous n'aurons pas compris ce qu'est la vie et le respect qu'on lui doit. Ils vont dire que nos scientifiques sont délirants, que leurs inventions endommagent sérieusement les cellules de nos enveloppes physiques, qu'ils risquent d'anéantir la vie sur notre planète. Et ils ne sont pas très contents parce qu'ils vont dire un jour à Monet qu'on n'est pas seul dans l'univers. Hein. Ils vont dire très exactement: les multiples mondes évolués et pacifiques existants dans votre galaxie vous observent. Ils n'accepteront pas que vous soyez un élément dangereux de déséquilibre de votre galaxie et au-delà. Vous détenez un potentiel trop élevé de forces négatives. Notre devoir sera donc de neutraliser ces forces avant que vous ne les déclenchiez. Nous en avons le pouvoir. Ah ah. Ils vont insister sur le fait qu'ils sont pacifistes, certes, mais que néanmoins ils disposent d'une puissance de dissuasion que nous ne pourrions même pas concevoir, et qu'ils seraient capables de neutraliser sans effusion de sang toute tentative de guerre nucléaire qui pourrait mettre en péril la Terre. Ils vont dire également qu'ils disposent d'une force psychique suffisante pour influer sur nos cerveaux et nous empêcher d'aller trop loin, comme la possibilité technologique de mettre hors service tous nos réseaux électriques et électromagnétiques. Ils vont ajouter qu'ils auraient déjà fait une démonstration de leur pouvoir en provoquant une grande panne électrique de plusieurs heures au-dessus d'une grande métropole états-unienne. Et pour ça, il y aura leur grand vaisseau mère qui se serait posté à très haute altitude au-dessus de la ville. Et on peut supposer qu'il s'agit de la ville de New York, puisque c'est un message qui a été reçu dans les années 70 et que la grande panne de New York date de 1965. Donc, est-ce que cette grande panne aurait été une démonstration de force de la part de Stellaire ? Par contre, ils vont dire que c'est rare que les vaisseaux mères viennent aussi près de la planète. Pourquoi ? Parce que ça pose de graves perturbations, et si c'est trop près, si l'altitude est trop basse, eh bien ça peut poser de graves problèmes, notamment déclencher de graves séismes et des dégâts en raison des vibrations en infra et ultrasons que ça dégage. Hein. Ils vont également dire à Monet que les pensées nocives des terriens forment actuellement, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure mais j'insiste, une masse d'énergie psychique très négative qui va provoquer à court terme des bouleversements géologiques majeurs, avec cette faille sismique qui devrait s'ouvrir de l'Inde à la Méditerranée, que de grandes surfaces de notre planète devraient être ainsi dévastées, mais que ça aura au moins d'avantages. Bon, ça sera effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre à jour certains artefacts et résidus d'anciennes civilisations, et que notre cerveau humain est une vraie merveille qui peut développer lui aussi une considérable puissance psychique, mais qu'il faut absolument qu'on maîtrise ça, parce que toutes les charges électromagnétiques statiques que sont nos pensées s'accumulent autour de notre planète et constituent un véritable réseau de force susceptible d'avoir des effets aussi bien positifs que négatifs, mais que si
les terriens, et même une seule nation, se mettait à avoir des pensées d'amour, elle pourrait transformer les choses et faire à nouveau que la paix règne. Donc, si l'humanité veut éviter le pire, elle doit prendre conscience de ça et modifier sa façon de faire et surtout de penser. Et ils vont lui dire également que la notion de temps n'est autre que le produit de l'immobilité de l'homme dans la vie et dans l'espace. Tiens, c'est curieux, immobilité de l'homme. Le temps n'existe pas, sauf sous forme illusoire. Ils vont dire que notre cerveau fonctionne à 10% de ses capacités réelles, mais que si on veut changer et faire en sorte que ça fonctionne mieux, et si on veut accéder à une relative éternité, c'est-à-dire que nos cellules puissent vivre beaucoup plus longtemps comme les leurs, eh bien il va falloir sortir de notre immobilité et vibrer à nouveau sur la fréquence universelle. Et si on y parvient, eh bien on va réussir à provoquer une régénération spontanée des cellules. Oui, mais le problème, comment faire ? Eh bien, il faut penser en amour. Voilà. Si on pense en amour, eh bien, on y arrive. Mais il faut que la masse pense en amour, c'est ça. Il faut que la masse pense en amour. Voilà. Mais déjà, si une partie de la population terrienne avait des pensées un petit peu différentes et moins agressives, ça pourrait déjà arranger les choses. C'est certain. Voilà. Elisabeth, on marque une pause, on revient dans quelques instants pour continuer justement ce récit incroyable du contacté Pierre Monet. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Nous parlons de l'incroyable histoire d'un contacté Pierre Monet. Et ils vont dire également qu'ils visitent notre système solaire et puis bien d'autres endroits de la galaxie. Enfin, ils visitent notre système solaire de façon plus récente, mais ils visitent la galaxie depuis plusieurs millions d'années. Pour ce qui concerne notre système solaire, ils auraient 200 vaisseaux mers installés à divers endroits de notre système solaire, qui contiendraient chacun 3500 vaisseaux et 700 000 disques plus petits et de taille moyenne qui évolueraient en permanence dans notre système solaire. Les vaisseaux mers sont si impressionnants de taille que ça pourrait nous frapper et qu'il vaut mieux qu'on les voit pas. Et qu'il y a de toute façon très peu de chances qu'on les voit parce qu'ils sont toujours très éloignés de la Terre pour des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et que ce que les humains aperçoivent de temps à autre, ce sont de petits vaisseaux qui, d'après Monet, seront de plus en plus souvent visibles dans nos cieux. On ne peut pas dire le contraire à l'heure actuelle de toutes les observations qu'on fait. Tout à fait. Et ils vont dire aussi que ces disques de petite taille, utilisés pour les explorations de surface de notre planète, reçoivent pour fonctionner des ondes magnétiques et ultrasoniques de la part des vaisseaux mers, lesquels vaisseaux mers sont alimentés par de l'énergie cosmique, donc l'énergie libre probablement, que ces petits vaisseaux d'exploration ont la spécificité d'être pilotés soit au moyen d'équipage classique, soit au moyen de la pensée, ou bien téléguidés par les vaisseaux mers, et qu'ils sont constitués de molécules instables de silice et d'alliages métalliques très résistants et très légers, et qu'avec les variations électromagnétiques sur ces matières, eh bien, ça provoquerait précisément une modification de l'état de cette matière dont ils peuvent se dématérialiser et devenir invisibles. Invisibles au point qu'ils pourraient traverser quelqu'un ou une maison sans que les gens s'en aperçoivent et sans dommage de part et d'autre. C'est une question de fréquence. Absolument. Ils vont dire que leurs vaisseaux sont capables de passer d'une dimension à une autre afin d'effectuer des voyages intersidéraux et qu'il existerait dans l'univers un nombre infini de dimensions. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 10 dimensions, 12 dimensions, 20. C'est à l'infini. À l'infini, oui. Et pour pouvoir passer d'une dimension à une autre, ils se contenteraient pour eux de changer leur polarité magnétique de leur vaisseau et de modifier la fréquence vibratoire de la structure atomique de la matière qui les compose. Donc ils sont nettement plus au point que nous. Nous on est très loin de tout ça. C'est clair. On n'est même pas foutus d'aller sur Mars, donc voilà. Alors ils vont dire
que si un observateur est là quand un vaisseau se dématérialise, ils vont d'abord voir le disque vibrer, changer de couleur, se déformer, puis devenir une sphère d'énergie intense rouge-orangée. Ah bah tiens, ça nous rappelle quelque chose. Ouais. Et puis d'un seul coup, ça disparaît. Bah ça, il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Hein. Alors, la forme sphérique et la couleur rouge-orange seraient, d'après ces explications, ce que l'on voit de l'enveloppe ionisée du vaisseau, qui est entourée de cette enveloppe pour pouvoir passer dans une autre dimension. Donc, apparemment, quand on voit des sphères oranges arriver sur nous, qui disparaissent d'un seul coup, ça sera apparemment des vaisseaux qui sautent dans une autre dimension. Et moi, j'en ai vu une sphère orange qui m'est passée à 2 mètres de moi. Ah oui. Et moi, j'en ai vu qui étaient à 1 kilomètre de moi. J'en ai vu 2 d'un seul coup. J'étais avec ma mère. Ça s'est éteint d'un seul coup. Et puis, je vois les orbes. Bah exactement. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Ils vont dire également qu'ils auraient une base sur Saturne, sur l'un de ses anneaux. On se souvient que dans les anneaux de Saturne, à un moment, on a vu quand même des drôles de choses qui pourraient s'apparenter à des vaisseaux. Quelques années, il y avait eu des photos de ça. Ils vont dire qu'ils ont une base sur la Lune, sur Mars, que les Russes et les Américains sont parfaitement au courant de la situation et que c'est pour ça qu'ils ne sont plus retournés sur la Lune. Qu'ils auraient aussi des bases sur l'un des satellites de Vénus et sur un de Jupiter. Mais surtout, ils vont dire qu'ils ont des bases sur la Terre. Et que depuis longtemps, les végans sont mêlés à notre population terrienne et qu'on ne se rend pas compte. Et pourquoi ? Parce que leurs bases, par exemple, si on en approche, comme elles sont protégées à la vue par de puissants champs électromagnétiques, et parallèlement par des trains d'ondes télépathiques qui sont projetés vers les promeneurs, ceux-là, ils passent à côté, ils ne voient rien du tout. Et ils vont dire également quand même qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans les années 40, ça devait être aux États-Unis, un avion de ligne transportant 35 personnes se serait crashé sur une de leurs bases, qui aurait causé de graves dommages, 35 personnes auraient été grièvement blessées, les auraient recueillies, régénérées à bord d'un des vaisseaux mères, ceux-là auraient retrouvé une santé parfaite. Les visiteurs leur auraient enseigné les principes de leur vie sociale et leurs concepts cosmiques, ça leur aurait tellement plu qu'ils seraient restés avec eux. Et d'après ces stellaires, 8 de ces personnes seraient devenues d'éminents chercheurs qui travailleraient à leur côté et 5 autres de brillants explorateurs cosmiques. Voilà. Alors, ils vont dire à Monet qu'ils visitent la Terre depuis des milliers d'années pour observer évidemment notre évolution et surtout dans le but d'éviter une catastrophe imminente. Nous protéger de nous-mêmes et d'éventuelles atteintes venant de l'extérieur, car d'autres civilisations nous ont en ligne de mire. Ils vont nous dire que, ils sont là, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, au milieu de nous, reconnaissables pour très peu de gens, sauf pour quelques médiums, qui seraient capables de remarquer autour de leur tête ce qui émane d'eux. Ils vont dire également que quand un humain croise par hasard un stellaire, il est par la suite capable de les déceler, même parmi des simples passants qui vaquent à des occupations diverses. Ils vont dire également que les humains approchés remarqueront à la suite de ces contacts tout à fait impromptus l'accroissement de leur capacité sensorielle ou extrasensorielle, que par la suite ils pourront distinguer un être humain d'un être qui n'en est pas, mais qu'ils ne pourront pas les suivre. Et ils vont dire également que c'est parce que le stellaire le veut bien qu'on peut le reconnaître. Donc, ils restent en retrait de la population terrienne pour ne pas interférer sur notre évolution et surtout pour respecter cette fameuse loi du libre arbitre qui est une loi cosmique qu'il ne faut pas violer. Et en novembre 1975, Monet va recevoir un message lui expliquant qu'il y a 296 000 terriens déjà contactés sur la Terre et que le nombre va augmenter considérablement dans les décennies à venir. Ils vont également révéler à Monet l'histoire de notre humanité. Ils vont dire qu'à l'origine de la création, les premières civilisations galactiques ont connu une jeunesse éternelle, une très grande longévité de vie en tout cas, avec une régénération cellulaire naturelle spontanée. Que toutes ces civilisations connaissaient les énergies naturelles de l'univers, collaboraient étroitement avec la nature, qu'elles maîtrisaient la gravitation et l'antigravitation, ce qui leur permet de voyager dans l'univers entier, qu'elles maîtrisaient la lévitation, les voyages dans le temps et bien d'autres technologies,
que ce serait l'une de ces civilisations des premiers temps qui aurait un jour découvert notre système solaire par hasard. Les premières bases auraient été établies sur Saturne, Vénus, Mars, puis sur la Lune, pour surveiller notre Terre qui à l'époque était en période de glaciation. Et c'est d'ailleurs cette civilisation première qui aurait mis fin à la période de glaciation en traitant artificiellement son atmosphère nuageuse pour la rendre habitable. Des centaines d'années plus tard, ces stellaires de ces premières civilisations auraient pu édifier des installations sur notre planète et elles y auraient déposé à ce moment-là les premiers êtres humains. Cela provenait de diverses planètes qu'ils avaient visitées et étaient, pour la plupart et l'essentiel, des rescapés de terrifiants cataclysmes qui affectaient leur propre planète. Ils auraient été rééduqués par les galactiques, remaniés biologiquement, physiologiquement et intellectuellement, et tout cela aurait formé de très brillantes civilisations. Sauf que ces civilisations premières de la Terre, de terriens, auraient violé les lois cosmiques naturelles pour finir par se montrer belliqueux avec leurs éducateurs. Donc ces derniers auraient décidé d'un plan de neutralisation en effaçant les connaissances de leur mémoire et en cachant leurs inventions dans le sous-sol, dans l'unique continent qui existait à l'époque. Puis ils auraient quitté la Terre en abandonnant ces humains décadents. Ils auraient quand même laissé un effectif de 50 000 stellaires pour les surveiller. Mais ces effectifs seraient restés cachés, notamment dans des sous-sols de l'unique continent qui existait à l'époque. Manque de chance, c'est que ces humains qui restaient en surface n'ont rien trouvé de mieux de déclencher un conflit majeur d'une extrême gravité, puisqu'avec le niveau technologique qu'ils avaient encore, et qu'ils avaient retrouvé en tout cas, ils ont réussi à modifier l'aspect physique et chimique de notre planète, ce qui aurait pour conséquence, et là c'est grave, de morceler l'unique continent en 5 autres continents qui continuent à dériver aujourd'hui. Et cette catastrophe aurait eu des conséquences visibles et vraiment importantes dans notre système solaire durant 50 000 ans. Et bien plus tard, de nouvelles expéditions galactiques seraient revenues sur Terre, qui se seraient réparties sur différents points de notre planète, et là, surprise, ils auraient découvert des survivants. Sauf que ces survivants terriens avaient un niveau aussi bas qu'il fallait les rééduquer à nouveau. Ça aurait été fait, de nouvelles civilisations puissantes se seraient reformées, tout aurait été dans le meilleur des mondes pendant un moment, jusqu'à ce que tout le monde se retape sur la figure à coups de conflits nucléaires. Et ça serait propagé dans le système solaire, et une des planètes du système aurait été détruite, et notre Lune gravement endommagée. Alors, les galactiques, à ce moment-là, s'étaient à nouveau réfugiés sur Terre pour rééduquer donc ces gens qu'ils avaient retrouvés. Là, ils sont repartis définitivement vers des bases situées sur la Lune, qui auraient été reconstruites sur celles de Jupiter qu'ils avaient déjà et Saturne qui étaient épargnées. Pas sur Mars parce qu'elle avait pris du plomb dans l'aile, donc elle n'était pas utilisable, ni sur celle de Vénus qui à ce moment-là était également en période de glaciation. Et ils vont dire à Monet que sur notre planète, il existe encore des installations intactes, preuve de connaissances premières qui sont toujours là, et qui, à la limite, sont stockées là depuis plus de 100 000 ans. Ouais. Alors, est-ce que le Bucégy et compagnie ou d'autres endroits, ça pourrait pas être des choses comme ça? Ouais. Ils vont expliquer également qu'après ces premières civilisations galactiques qui sont venues nous aider et nous mettre sur notre planète, eh bien d'autres stellaires seraient revenus bien plus tard sur la Terre pour régénérer ce qui restait de la race humaine qui n'était pas terrible et bien mal en point. Des individus parmi les plus purs et en tout cas les moins dégénérés auraient été sélectionnés et ils auraient alors pratiqué sur eux une parthénogénèse artificielle pour que notre race améliore sa descendance. Des femmes auraient été ainsi choisies pour leur pureté biologique et auraient été enlevées et transportées dans des vaisseaux pour que cette parthénogénèse soit réalisée. Ils auraient projeté alors des rayons d'énergie vitale qui auraient déclenché la formation spontanée d'embryons dans leurs ovules sans l'apport nécessaire de spermatozoïdes. Et c'est de ces femmes que serait née une nouvelle race d'individus en partie régénérés et dotés d'une transmission héréditaire de leur mémoire, du fait de l'intégration dans ces mémoires, de ces mémoires dans leurs chromosomes. Et c'est ainsi qu'ils vont expliquer à Pierre Monet que les Élohim de la Bible étaient en fait des galactiques, mais ils vont lui expliquer une drôle de chose aussi. Ils vont lui dire qu'il y a quelques 2000 ans, certains stellaires ont approché une jeune femme qui présentait des conditions biologiques idéales et ils auraient pratiqué sur elle cette fameuse opération de parthénogénèse artificielle. Ouais. Ils auraient suivi le développement de l'embryon à partir d'un vaisseau stationné en haute altitude et un programme spécifique aurait été appliqué pour l'enfant à venir.
car il était prévu que cet enfant soit un nouveau modèle d'être humain et surtout un futur messager officiel de ces galactiques. Dès sa naissance, cet enfant aurait été conditionné pour transmettre à l'humanité les lois naturelles universelles oubliées depuis bien longtemps. Et c'est ainsi, allez, disons le mot, que Jésus aurait été génétiquement et spirituellement configuré par des galactiques pour être quasi parfait et enseigner aux humains terrestres la façon de vivre harmonieusement avec les forces créatrices. Pierre Monet va expliquer que le message des religions a complètement fichu en l'air cette initiation première qui a été transmise par les galactiques, déformée, enfin bon. Et quand il va commencer à faire des grands discours pour transmettre le message des galactiques, il va lancer un avertissement prémonitoire qui signifie que si on ne respecte pas les lois universelles et les paroles que Jésus a délivrées, en particulier celle de s'aimer les uns les autres, notre situation sur la Terre va dégénérer à partir des années 2000. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Ils vont dire également, ces stellaires à Monet, qu'il existe une sorte de plan divin concernant notre humanité. C'est pas vraiment un plan divin, c'est plutôt un programme. Voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont dire qu'il ne faut pas associer ici le mot divin à Dieu, mais plutôt à un état d'être n'existant plus en l'être humain de notre planète depuis fort longtemps, et qu'il serait nécessaire de rechercher par un retour aux sources. Ils vont insister sur le fait qu'à partir du moment où nous serons capables d'atteindre un degré d'évolution mentale, morale, psychique, physique, spirituelle et scientifique, s'approchant du plus haut degré de la perfection, ainsi qu'une sagesse dans le respect des lois cosmiques universelles, il nous sera alors possible de passer sur un autre plan. Donc on va changer de dimension. Oui, on en parle. Voilà, on en parle sans arrêt. Et Monet va dire que si les humains comprenaient enfin l'importance de l'enseignement et le message d'amour, de paix et de fraternité, eh bien, les galactiques lui ont dit qu'à ce moment-là, ils se montreraient aux humains. Ils ne peuvent nous aider que si nous sommes consentants. Et ça, c'est parce qu'il y a une loi de non-ingérence cosmique universelle. Si on ne veut pas, on n'impose pas aux gens. Par contre, vous allez voir qu'il y a un petit bémol dans ce qu'ils ont raconté à Monet, parce qu'un jour, ils vont lui dire si par bonheur vous acceptez notre aide, nous vous apporterons sur le plan terrestre des changements définitifs et absolus. De toute façon, un programme est dressé pour vous par nos soins, et rien ne pourra faire obstacle à nos plans. Donc ça veut dire qu'on est libre, mais pas tout à fait quand même. Hein. Oui, mais quelque part, on est peut-être un peu dangereux. Je parle pour la galaxie, je parle pour les autres planètes. On fait joujou avec le nucléaire, on est peut-être un peu dangereux pour eux. Oui, tout à fait. Mais enfin bon, c'est sûr qu'on est hyper dangereux même, et qu'il faut qu'on fasse un effort. Ils disent clairement, alors vous allez voir ce qu'ils disent dans un autre message d'ailleurs qui est reçu le 20 avril 1976. Ils vont dire que chacun dispose d'une des plus importantes lois cosmiques. Nous voulons parler de la loi du libre arbitre. À un moment précis de l'évolution de la conscience collective de vos peuples, chacun pourrait décider à ses risques et périls de vivre comme il l'entend les derniers jours futurs du laps de temps très court qu'il a à sa disposition sur cette planète. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, rien ne peut échapper à notre contrôle. Rien ne pourra désorganiser notre façon d'accomplir notre mission auprès de vous. Ça veut dire que si on va trop loin, effectivement, ils poursuivront le plan et non-ingérence ou pas, ils viendront intervenir. Bien sûr. Ils vont dire aussi qu'ils se livrent depuis un moment à une opération influence sur les humains. Alors, il faut savoir qu'ils ont expliqué à Monet à un moment qu'ils étaient là depuis. Ils étaient venus pour la première fois dans notre système solaire et sur la Terre il y a quelques 100 000 ans, hein, mais ils seraient revenus vraiment s'implanter en 1946. Et à partir de là, ils auraient mis en place un certain nombre de choses, dont cette opération influence, qui ciblerait plus particulièrement ceux qui touchent à la drogue. D'accord. Et cette opération influence, donc de contrôle mental, soyons clairs, consisterait en une stimulation télépathique qui serait réalisée la nuit, durant le sommeil, venant d'émetteurs d'ondes psychiques situés, provenant des vaisseaux mères qui sont placés aux abords de notre système solaire. Et ils vont dire à Monet que si l'opération fonctionne, ne serait-ce que sur 30% des individus, notre civilisation pourrait s'améliorer, faire un grand bond dans les connaissances en tout genre, dans les énergies renouvelables et non polluantes, et que ainsi notre civilisation devrait redécouvrir la régénération cellulaire spontanée, ce qui nous permettrait à nouveau de vivre extrêmement longtemps et même de rajeunir. Intéressant. Bon. Et alors pour finir, évidemment, il va y avoir le bon vieux message apocalyptique, ça c'est systématique dans les contacts.
Ils vont nous dire que de grands événements vont se précipiter, qu'il ne faut pas en être effrayé, car eux contrôlent la situation, notamment celle de notre énergie nucléaire. Ils vont préciser à Monet qu'ils auraient déjà détruit une base de missiles nucléaires, mais que l'affaire a été étouffée et que c'est resté secret. Que le début de la fin commencerait pour nous par de grands événements qui se produiront en Chine, pour évoluer ensuite vers l'URSS et l'Europe. Que ce sera à ce moment-là l'enfer sur Terre, et que c'est à ce moment-là qu'ils déclencheront le plan d'évacuation de survivants, lesquels seront transportés sur d'autres planètes hors de notre système solaire, que ces survivants recevront des enseignements spirituels et scientifiques pour reconstruire la Terre ultérieurement. En effet, il est prévu que les terriens qui auront été ainsi sauvés seront redéposés avec toute la technologie nécessaire afin que puisse y être développée à nouveau une civilisation brillante, plus brillante d'ailleurs que les autres civilisations qui ont précédé, mais qu'auparavant, avant que le début de la fin commence, des événements prodigieux devraient se dérouler sur Terre auxquels les terriens auront du mal à croire. Et voilà ce qu'ils vont dire textuellement. Au moment où vous vous y attendrez le moins, vous serez changé, ainsi que tout ce que vous avez l'habitude de voir. Ce changement surviendra de façon si rapide que chaque être humain ne se reconnaîtra et ne reconnaîtra plus rien de ce qu'il connaissait. Cela se passera d'un jour à l'autre. Voilà. Et ça, c'est marrant. Parce que vous avez des messages qui ont été transmis à certains mystiques, je pense à celui du Padre Pio. Et tous ces mystiques disent que ça peut arriver une nuit du jour au lendemain. Il n'y a pas que lui qui le dit. Oui, pas que lui. Au moment où on s'y attend le moins. Voilà. Alors, est-ce qu'on verra ça ou pas ? Je le souhaite pas, évidemment. J'espère qu'on s'améliorera avant. Mais voilà. Donc, Pierre Monet, c'est quand même assez particulier ce qu'il a raconté. Mais on retrouve effectivement de façon très classique les éléments habituels qui sont livrés aux autres contactés sur bien des détails. Voilà. Alors, qu'est-il devenu, Pierre Monet ? Comme je vous l'ai dit, il a essayé de faire passer ses messages à travers ses livres. Il a fait pas mal de colloques, de conférences. Moi, je me souviens que je l'avais vu à la télé dans une de ses émissions. On fichait un peu les contactés à mal dans les années 70 et 80. Et puis, il a quand même été pris plus ou moins au sérieux par l'ufologie. On l'a pas complètement démonté, mais enfin bon, il y a quand même une sacrée réserve. Il fait pas partie des cas ufologiques intéressants pour les ufologues sérieux. Et puis bon, je vous dis, il a monté un petit mouvement pour faire passer ses messages, un petit mouvement ufologique qui s'appelait l'Étoile d'Argent. Puis après, il est mort de sa belle mort. Il n'a pas vécu 120 ans. Voilà. D'accord. Voilà, c'était l'histoire du contacté Pierre Monet. C'était très passionnant en tout cas. Écoutez, j'espère. J'espère qu'il plaira ce sujet. Alors la prochaine fois, Elisabeth, on se retrouvera avec l'histoire de Marthe Robin en 2 volets, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, parce que ça, c'est une histoire qu'il faut absolument raconter, qui est absolument passionnante, intéressante, et tout à fait d'actualité là aussi, vu la façon dont notre planète est en train de tourner à l'heure actuelle. C'est certain. Eh bien, bonne semaine Elisabeth et à bientôt. Merci à vous aussi, à bientôt. Au revoir Alain. Au revoir à tous et à toutes. Fréquence Évasion.